Bien. Je rappelle que vous disposez de Bicast. Il y a le petit machin en haut, bicast.com Pro Durable, qui est un logiciel qui permet de poser des questions. On ne va pas les afficher pendant la présentation parce que ça peut troubler tout le monde, mais on les affichera à la fin. Ce que je vous recommande de faire avec ce genre de système, c'est avant de vous lancer pour poser une question, regardez les questions qui ont déjà été posées. Bon. S'il y en a une qui correspond à peu près à ce que vous avez envie de demander, faites un like plutôt que de poser une nouvelle question. Parce que comme on n'aura pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui va se passer à la fin? On va prendre les questions, il y aura eu beaucoup de likes. Bon, c'est tout bête. Donc c'est bien, je sais que chacun a envie de mettre son originalité, mais likez plutôt que de poser de nouvelles questions. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer en bref, si l'on peut dire, entre aujourd'hui et 12 ans, les 12 prochaines années dans notre monde du travail? Qu'est-ce qui va le modeler? Je vous propose quelques pistes de réflexion sur ce qui va changer. Deux grandes pistes, en fait, une en technologie et une en sociologie. Il y en a d'autres, évidemment, mais on n'a pas le temps de les toucher toutes aujourd'hui. Alors, en technologie, tout d'abord, clairement, le digital, ça va continuer. On n'a pas fini, donc le digital va continuer sous toutes ses formes. Il va impacter considérablement le monde du travail. Comment? Il va continuer à réduire les coûts de transaction, ce qu'il fait depuis à peu près 50 ans. Il va faciliter l'émergence de plateformes de tout poil. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, ça va continuer, elles vont se développer. Il va permettre l'accumulation de données. On sait tous ce que ça veut dire, l'accumulation de données. Et donc, notamment l'intelligence artificielle qui repose sur l'accumulation de données, va nous augmenter en nous permettant d'avoir des savoir-faire que notre cerveau, aujourd'hui, tout seul, ne peut pas maîtriser. Bien. Ça veut dire que le marché du travail va avoir besoin d'une période d'ajustement. Elle sera plus ou moins longue et plus ou moins pénible, notamment selon les catégories de savoir-faire que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est la première dimension, adaptation du marché du travail. Mais nous allons aussi, nous-mêmes, devoir individuellement passer par une période d'ajustement afin de réussir à travailler avec les machines, pas contre, mais avec, comment est-ce qu'elles-mêmes elles vont nous augmenter, comment est-ce que toutefois nous allons garder notre libre arbitre et notre autonomie. Donc des vraies questions qui sont posées et au marché du travail et à nous quant à son évolution dans les prochaines années à partir du digital. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas se focaliser uniquement sur le digital. Il y a d'autres technologies qui sont en train d'arriver et qui vont bouleverser le monde du travail dans les 12 ans qui viennent. Je voudrais en particulier mentionner les neurosciences, dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Elles vont nous permettre de mieux comprendre les émotions, nos réactions, la façon dont nous prenons ou pas des décisions, nos capacités à nous former. Moi, j'attends qu'on nomme le premier Chief Neurosciences Officer, le CNO. On a des CDO aujourd'hui, Chief Digital Officer. Il nous manque absolument des Chief Neurosciences Officer parce que ça va être la prochaine grande révolution. Ça va bouleverser notre vie et celle des entreprises. Ça, c'est les deux grandes technologies. On passe sur les technologies. Il y en a d'autres, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Deuxième grande révolution, ça va être autour des sociologies, de la sociologie, parce que notre société est profondément en train de changer. Elle crée notamment, ou elle attend de nouvelles proximités, de nouvelles formes de proximité. Autrement dit, elle va nous demander de plus en plus de contact humain, plus d'écologie, plus d'artisanat, plus de satisfaction au travail, plus d'humanité dans les décisions. Ce n'est pas un hasard s'il y a un lien entre le forum New Work et Pro Durable. Bon, vous comprenez bien qu'il se passe quelque chose dans notre société. L'entreprise est un acteur clé de la durabilité de notre société. Elle est donc attendue par toutes les parties prenantes sur ce plan de la proximité entre les hommes et leur travail, entre les hommes et l'environnement de notre planète. Ça, c'est le premier enjeu sociologique, ces nouvelles attentes. Le second, c'est que nous allons vivre de plus en plus avec deux doubles digitaux, notamment parce que nous laissons en permanence des traces digitales. Elles s'accumulent, elles s'ajoutent les unes aux autres. Et donc, nous avons
deux doubles digitaux. Notre premier double digital, c'est celui qui sait mieux que nous-mêmes ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait, ce que nous avons écrit. Nous, on peut peut-être avoir oublié ce qu'on a mis sur un billet de blog ou ce qu'on a mis dans une discussion. Lui, il n'oublie pas. Notre double digital, il est là en permanence. Et ils ont donc, ce double digital a une mémoire supérieure à la nôtre, qu'on peut utiliser ou pas, que certains peuvent utiliser ou pas. Mais en fait, ce n'est pas lui le plus intéressant. C'est le deuxième double digital le plus intéressant. C'est celui où quelqu'un va utiliser toutes les informations du premier double digital pour en créer un troisième qui est en fait, qui sait ce que nous allons faire, qui sait ce que nous allons penser, qui sait ce que nous allons décider, qui sait si nous allons changer d'opérateur de téléphonie ou pas. Donc celui qui prévoit ce que nous allons faire, ce qu'on va acheter, comment notre santé va évoluer, nous, on n'a aucun contrôle sur celui-là. Et pourtant, il existe, cet autre double digital. Et un certain nombre de gens utilisent ces données pour nous donner des recommandations, aujourd'hui publicitaires, demain probablement autour de notre santé et d'autres choses. Alors, ce doppelganger, c'est comme ça qu'on les appelle en sociologie, nous est relativement inconnu, mais il faut savoir qu'il va prendre une place considérable au cours des prochaines années, et que donc des gens vont savoir ce que nous allons avoir l'intention de faire, alors que nous-mêmes, nous ne le savons pas. Pas inintéressant quand même. Bien. Du coup, le travail en 2030, de façon un petit peu provocatrice, mais nos intervenants, vos questions prendront le relais, vivra quelques grandes implications. Je vais vous en lister juste quelques-unes. D'abord, notre capital humain, qu'il s'agisse du capital individuel ou collectif, va être profondément modifié et nous allons devoir devenir beaucoup plus autonomes pour le développement, pour notre développement, face à une obsolescence qui est continue. Il ne faut pas se cacher, on devient obsolète un peu plus tous les jours, donc il faut qu'on devienne autonome dans notre développement, face à ce risque d'obsolescence et au risque de commoditisation, parce qu'on devient tous des commodités, il faut bien le reconnaître aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le marché du travail risque fort d'être le lieu d'une dichotomie entre ceux qui auront les bons savoir-faire, plutôt rares, et ceux qui auront des savoir-faire plutôt commodités. Cette dichotomie va évidemment amener des disparités de revenus qui vont continuer. On commence déjà à les voir, ça va continuer. Troisième point, la nature de nos attentes collectives et individuelles par rapport au travail va changer. On va attendre plus de notre travail, beaucoup plus qu'une simple rémunération par exemple. On va vouloir de l'épanouissement, du vivre ensemble et un certain nombre de choses de ce genre-là. Nos attentes vont changer. Quatrième point, de nouvelles formes de relations au travail vont donc apparaître. De nouvelles formes de relations au statut, au temps de travail, etc. Elles sont en train de naître, elles vont évidemment se développer. Ce n'est pas une simple marginalité, mais c'est vraiment la traduction de ces nouvelles attentes vers plus d'autonomie et de liberté. Cinquième point, tout ça veut dire qu'évidemment, de nouvelles façons de concevoir le droit du travail vont s'imposer. On ne peut pas fonctionner avec le droit d'aujourd'hui. On va vers un autre droit du travail. Et il va falloir protéger celui qui travaille contre un certain nombre de nouveaux abus qui sont rendus possibles aujourd'hui, vous le savez très bien, notamment parce qu'on a des questions d'offre-demande qui sont en train d'évoluer, qu'on a ce qu'on appelle en économie une asymétrie des informations. Et que donc, il y a des gens qui sont dans des situations un petit peu difficiles et d'autres dans des situations un peu dominantes. Il va falloir regarder le marché du travail de nouveau. Il va évidemment falloir, c'est la sixième application, changer les modes de rémunération. On va regarder de nouveaux modes de rémunération qui vont apparaître dans le monde du travail demain. Il va falloir qu'on change, implication suivante, nos savoir-faire pour être capable d'avoir beaucoup plus de savoir-faire humain, ce qu'on appelle les soft skills en termes techniques, parce que les hard skills, ils vont se développer, bien sûr, il en faut, évidemment. L'intelligence artificielle va augmenter les nôtres, tant mieux, mais les soft skills, c'est vraiment ce qui continue à nous différencier. Et donc, c'est ce qui va nous donner une valeur sur le marché du travail. Enfin, dernier point, il y en aura beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. La notion de lieu de travail va considérablement changer, avec la coexistence de lieux où la présence physique sera essentielle, soit parce qu'il y a des clients en face, soit tout simplement parce qu'on a besoin d'être ensemble, et puis des lieux et des situations de travail dans lesquelles les lieux n'auront plus aucune importance, aucun intérêt. Voilà. Évidemment, je ne suis pas exhaustif ici, mais je voulais juste passer sur quelques-unes de ces implications de ce monde du travail en faisant
sorte de panorama. On va donc les creuser maintenant, et donc on va poser quelques questions à nos intervenants. Je vais commencer par Caroline. Donc Caroline Bloch, DRH de Microsoft France. Quel changement voyez-vous dans notre déroulé de vie professionnelle à l'horizon 2030 ? Merci Dominique pour cette question simple. Bonjour à toutes et à tous. Alors, évidemment, je vais répondre avec humilité et intuition. Et l'idée, c'est juste de vous faire partager. Quand vous êtes dans une entreprise comme Microsoft, évidemment, le monde du travail qui ressemblera un peu plus à celui de demain, parce qu'on est une entreprise qui sommes un des acteurs majeurs du numérique, on appelle ça les GAFAM. Alors je crois qu'on commence à vivre un peu ce que pourrait être le travail en 2030. Et en même temps, en 2030, c'est 12 ans, ça va hyper vite. Donc je ne sais pas si c'est en 2030 ou si c'est peut-être dans 5 ans. Ça, c'est ma question, mais si ça se trouve, ça arrivera dans 5 ans. Et donc par rapport à la question posée, il y a des choses qui vont se recouper avec ce que vous avez dit, Dominique. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop embêté. J'ai essayé de réfléchir en me disant finalement en 2030, quand on ira travailler pendant une semaine, il se passera quoi dans l'entreprise ? Alors, je ne fais pas du mail, c'est parce que j'ai pris des notes sur mon téléphone avec un engin numérique. La première chose, c'est que dans le travail, et on voit bien, on sera au quotidien de plus en plus multitâches, parce qu'en fait, on a tout un tas de sollicitations qui nous arrivent. Et l'enjeu dans ce multitâche, c'est d'arriver à sélectionner ce qui est utile. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une abondance d'informations qui arrivent partout. Au bureau, vous voyez bien, vous avez le mail, vous avez des sites partagés, vous avez des sites à l'extérieur, etc. Donc, c'est cette histoire d'être multitâche avec un enjeu. Oui, je suis multitâche et je n'ai pas tellement le choix, parce que si je veux suivre tout ce qui se passe, il faut que j'arrive à un moment donné à attraper les bonnes informations. Et en même temps, je ne peux pas faire que zapper sans arrêt. Donc, c'est cet équilibre entre le multitâche, et ça va s'accélérer. Et je crois, quels que soient les métiers, parce qu'il y a une histoire de rapidité avec une multiplicité d'informations qui nous arrivent. Probablement, la deuxième chose qui va nous arriver, et on commence à le voir, c'est de plus en plus, il va falloir qu'on soit auto-apprenant. Alors, on sait bien que quand on est directeur des ressources humaines ou qu'on travaille dans les ressources humaines, ça fait longtemps qu'on dit à chaque collaborateur, tu es effectivement responsable de ton développement et c'est à toi de cultiver tes compétences, cultiver ton employabilité. Alors, il y a quand même une petite nouveauté, c'est que oui, mais en plus, il va falloir apprendre plus à le faire tout seul. Parce que on apprend différemment, on n'est pas en formation en plénière, on a des formations à distance, on a des e-learning, on a des MOOC, et puis à un moment donné, on se retrouve. Pardon. Donc, il y a cette histoire d'être auto-apprenant avec quelque chose qui est un peu nouveau. Je suis désolée. On va y arriver. Il y a quelque chose qui est un peu nouveau, c'est qu'en plus, auto-apprenant avec des savoirs qui sont à des endroits très très différents, parce que finalement, le savoir, il est complètement diffusé maintenant dans l'entreprise. C'est plus un savoir hiérarchique, c'est un savoir un peu partout. J'ai un espèce de truc qui me gratte dans la gorge, fort désagréable. Auto-apprenant, et puis on l'a vu effectivement tout à l'heure, auto-apprenant de soi-même aussi, parce que de plus en plus, il faut qu'on soit conscient de nos modes de fonctionnement pour pouvoir être efficace. Être efficace, pourquoi ? C'est être efficace en collectif. Parce que nos organisations, en fait, elles sont de plus en plus connectées. Vous avez plein d'entreprises où c'est assez matriciel. Et en fait, il faut être capable de travailler en collectif. Et puis en plus, dans ce qu'on va vendre à nos clients, en tout cas chez Microsoft, il y a cette idée de je suis capable de travailler en équipe. Tout à fait. J'ai un truc qui me gratte. Donc, si quelqu'un avait un bonbon, je serais bien. Une sorte de bonbon miel. Je suis désolée. L'autre chose... Ah, super. Voilà, 30 secondes. Ça fait pas chic, mais c'est pratique. Hein. Voilà. On va y arriver. Ensuite, ce qui nous arrive d'ici 2030, et on l'a évoqué, c'est tout ce qui est le mélange du temps personnel et du temps professionnel. Et là, dans ce mélange, il y a un espèce de mélange au quotidien. Il y a la loi qui maintenant dit le télétravail, ça fait partie de nos modalités de travail qui sont quotidiennes. Donc il y a comment on organise ça et comment à un moment donné on est responsable de gérer son temps. Parce que finalement, cette histoire de flexibilité, c'est une histoire de responsabilité collective. On me donne le choix et on me fera, enfin j'espère, on nous donnera le choix, on nous fera confiance en nous disant
C'est à toi de savoir, en fonction de la situation professionnelle dans laquelle tu es, si tu dois être au bureau, pas au bureau, à distance, en collectif, en individuel, etc. Et donc ça, c'est un mélange entre son temps personnel et professionnel. Et puis vous avez, ça c'est plutôt au quotidien, et puis vous avez aussi les mélanges entre les temps professionnels et personnels tout au long de votre vie, parce que j'ai un temps où je suis jeune dans l'entreprise, puis j'ai un temps de la parentalité, puis j'ai un temps, à un moment donné, je retrouve du temps pour être plus disponible parce que ma parentalité, mes enfants ont grandi, puis j'ai un temps de l'accompagnement de mes parents. Ça aussi, c'est quelque chose qui effectivement sera nouveau, et il faudra, donc l'idée c'est que l'entreprise essaye de proposer ça, mais nous, travailleurs, en fait, on va nous donner une responsabilité importante qui est d'installer ces modes de fonctionnement en collectif. Si je ne suis pas respectueux de l'organisation de mon temps par rapport à mes autres collègues, on n'y arrivera pas. Ça, c'est une responsabilité qui va nous appartenir et sur laquelle il faudra être plutôt assez armé. L'autre chose, je me suis dit finalement dans une semaine, en 2030, évidemment, il y a tout ce qui est lié aux modalités de décision, parce que l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., va nous apporter des nouveaux types d'informations, des nouvelles façons de lire la réalité, va nous proposer tout un tas d'hypothèses qu'on n'a pas aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Il y a effectivement une étude qui a été faite sur l'efficacité managériale. Donc l'efficacité managériale, on dit un manager efficace, c'est un manager qui sait donner du feedback, qui sait coacher et mentorer. Très bien. Sauf que nos petites machines qui calculent vite et qui font des algorithmes et qui agrègent tout un tas de données, c'est plutôt du machine learning, pas encore d'intelligence artificielle, elles ont fait des corrélations et elles ont démontré quelque chose finalement qui tombe sous le sens mais que je n'avais pas en tête, que plus un manager a un réseau dans l'entreprise élargi et des connexions loin de son poste, plus il est efficace et reconnu par ses collaborateurs. C'est tellement vrai. En fait, c'est le manager qui a de l'influence et impactant. N'empêche qu'avant que la machine me sorte un petit truc comme ça, j'y avais pas tellement pensé. J'y avais un peu pensé intuitivement et je me disais oui, enfin nous disions, on se disait, un manager effectivement qui est efficace, c'est quelqu'un qui a une influence sur son écosystème qui est important. Et n'empêche qu'à un moment donné, la corrélation, elle est très forte. Donc ça, en gros, il va falloir apprendre à travailler au quotidien avec toutes ces informations qui arrivent. Alors l'enjeu, on verra après, c'est de ne pas perdre notre pouvoir de décision, mais on va avoir une espèce d'intelligence augmentée. Attention à ne pas en faire de la bêtise augmentée, hein, c'est bien ça l'enjeu. Mais c'est ça aussi qui va nous arriver dans tous nos métiers. Et puis, autre chose, probablement un partage du pouvoir qui n'est plus le même. Je disais tout à l'heure que le savoir n'est plus au même endroit, il est partout, il n'est pas du tout hiérarchique. Alors il faut qu'on partage le pouvoir le plus possible avec plaisir et non pas avec compétition, c'est pas simple. Aujourd'hui, dans une entreprise, on est efficace quand on a un réseau assez large et en fait, notre pouvoir devient efficace quand on sait mobiliser les bonnes personnes pour résoudre de bons problèmes. Et entre le jour 1 et le jour 2, face à un même problème, c'est pas tout à fait les mêmes personnes qu'il faut effectivement mobiliser. Et en fait, vous mobilisez les bonnes personnes dans une salle, vous les laissez toutes seules, elles prennent la décision, c'est ça le pouvoir efficace que vous avez. C'est plus du tout le même. C'est très très perturbant pour tout le monde, il va falloir qu'on l'apprenne. Et puis encore deux choses, tout ce qui est autour de l'auto-évaluation. Aujourd'hui, on met des petites étoiles partout. Là, vous posez des questions, vous êtes en train de mettre des petites étoiles pour savoir si vous aimez, si vous n'aimez pas, etc. Voilà, les entreprises, maintenant, on est classé dans Glassdoor. Microsoft, on était classé l'année dernière premier, on était hyper surpris. Cette année, on nous dit vous êtes 12e, on est hyper surpris. Ah bah oui, voilà, mais ça fait partie du truc. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est 12e dans 3 groupes parce qu'entre le premier et le 12e, nous, il y a 0,4 points d'écart. En fait, c'est comme maintenant une course aux 100 mètres, c'est le 10e de seconde qui compte. C'est parce que je me suis dit on était premier l'année dernière, sympathique, pourquoi 12e ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est effectivement un nouveau monde aussi, où dans l'entreprise le matin, normalement, si tout va bien, chacun aura sur son smartphone un petit truc et on dira quelle est la couleur du soleil ce matin. Alors on dira un petit soleil, un petit nuage, tout ça, ça existe. Donc en fait, il y aura de l'auto-évaluation en permanence. Alors en plus, les jeunes générations, mes enfants, les vôtres, ils sont super friands de ça, hein, ils mettent des petites étoiles partout. Et puis ils attendent qu'on leur donne des petites étoiles. Donc c'est un monde d'auto-évaluation collective où il faudra effectivement vivre avec. Comment on fait pour à un moment donné grandir là-dedans, se développer, évaluer, récompenser, etc. Je n'ai pas toutes les réponses. Et puis c'est un monde, deux choses encore, où on voit bien évidemment que comme l'information elle est très large, tout le monde en dispose, il n'y a plus tellement d'informations cachées, la notion de sens est de plus en plus importante. Et dans cette notion de sens, il y a deux choses. Il y a quel sens je trouve
à ce que je fais le matin. Moi, si je suis hôtesse d'accueil, je contribue à quoi? Moi, si je suis commercial, je contribue à quoi? Moi, si je suis directeur général. Et puis, il y a autre chose, c'est mon sens à moi dans l'existence dans l'entreprise. Moi, si je suis chez Microsoft, le sens que ça a pour moi, c'est que probablement, on peut accompagner la construction du futur. Et je me dis, si je peux contribuer à avoir un capital humain durable pour accompagner la construction du futur avec nos clients, ça a du sens pour moi. C'est pas forcément le sens. Donc, il y a ce mélange des deux sens qui va arriver. Et puis, la dernière chose, c'est la force du collectif avec cette histoire de comment on va équilibrer ma liberté d'individu dans ce collectif. Voilà ce que, en 2030, ça pourrait être, en tout cas, de mon observation qui est simplement celle du quotidien et d'un petit peu de réflexion à laquelle vous m'avez poussé. Merci beaucoup, Caroline. Microsoft, c'est une entreprise qui a quelques centaines de milliers d'employés, pour la plupart avec un statut de salarié. Alors, Denis Penel, qui travaille sur la soif de liberté et nouveau statut, tout ce que vient de dire Caroline Bloch, ça s'applique tout à fait aux employés salariés des grandes entreprises. Alors que la soif de liberté, elle dit qu'il y aura aussi d'autres statuts qui vont arriver, de nouvelles formes, moi ce que j'appelle les œuvreurs, pour ne pas dire les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui font contribuer à une œuvre. Alors quelle importance ça va prendre dans les 12 prochaines années, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous parler du futur aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est que dans mon dernier livre, Le travail et la soif de liberté, le premier chapitre, j'ai raconté ce que pourrait être la journée de travail d'un actif en 2030. Donc vous aurez la réponse dans le livre, si vous souhaitez le lire et l'acheter. En vente à la librairie, voilà, en vente dans toutes les bonnes librairies. Sera signé par Denis après. Mais deuxièmement, plus important, parce que je pense que le futur du travail, il est déjà là en fait, et qu'on s'en rend pas bien compte, mais on est au cœur aujourd'hui d'un changement de paradigme, à la fois économique et social. Et si vous regardez 20 ou 30 ans en arrière, la façon dont on travaille aujourd'hui a déjà radicalement changé. Alors ce changement de paradigme, il est d'abord économique. Le salariat s'est généralisé dans les années 1950, dans l'après-deuxième guerre mondiale, dans une économie de reconstruction. Il a fallu équiper les ménages en automobile, en voiture, en télé, en logement. Donc une économie quelque part de pénurie. Aujourd'hui, le monde a radicalement changé. On est dans une économie d'abondance. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous avez le choix entre 50 sortes de yaourts. On est dans une économie de services et non plus dans une économie industrielle. On est dans une économie surtout à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs imposent la loi sur le marché. Et évidemment, le consommateur veut tout, il est le roi, donc il veut tout de suite et maintenant. Et donc tout ça change radicalement, et c'est un impératif pour les entreprises de changer leur façon d'organiser le travail. Et on est passé effectivement d'un modèle unique standard qui était le salariat en CDI à temps plein, à effectivement une diversification des formes d'emploi pour répondre à cette évolution du marché. Parce que pour moi, l'organisation du travail reflète toujours notre modèle économique, et c'est aussi ce que je retrace dans mon livre, c'est qu'il y a 2000 ans, la forme générale d'emploi, c'était l'esclavage. Je ne dis pas que c'était l'idéal, loin de là, mais voilà, c'était la forme standardisée et générale du travail. Après, avec le Moyen-Âge, le servage s'est développé, qui était un peu mieux, mais pas encore idéal. Au 19e siècle, 18-19e siècle, ça a été l'artisanat. Et puis, voilà, le salariat s'est généralisé. Mais encore une fois, parce que ça a répondu à une organisation économique de la société. Et ça a changé radicalement déjà aujourd'hui. Et l'autre changement dans ce paradigme, c'est plutôt la dimension sociologique, c'est nous en tant qu'individus, quelque part aussi, notre relation au travail évolue. Vous savez, quand on parle travail, généralement on associe 3 dimensions. Il y a la dimension instrumentale, beaucoup d'entre nous travaillons pour gagner notre vie, ça reste important. Il y a une dimension sociale, si on est là tous ensemble aujourd'hui, c'est notre travail qui nous relie et qui nous fait interagir entre nous. Et puis il y a une 3e dimension qui est la dimension plus accomplissement, réalisation de soi dans le travail. Et ce qu'on voit dans toutes les études aujourd'hui, c'est que cette 3e dimension gagne en importance. Et je reviens aussi à ce que disait Caroline sur le sens. Voilà, les gens aujourd'hui veulent du sens dans leur travail. Et moi, j'associe toujours 3 choses au sens. C'est effectivement la direction. Les gens veulent savoir dans quel est le sens, quelle est la direction dans laquelle ils vont. Il y a le sens dans le sens de sensation aussi, les sens. Voilà, les gens ont aussi envie de vivre la relation au travail, je dirais, d'un point de vue plus sensoriel quelque part. Et puis il y a le sens, voilà, qu'est-ce que j'accomplis finalement à travers mon travail. Et aujourd'hui, cette dimension-là est vraiment très importante et gagne dans les critères de satisfaction par rapport au travail. Donc voilà, ce double changement de paradigme qui fait que notre relation au travail a changé.
Et on le voit, le marché du travail aussi, c'est quelque part adapté au reflet de ces nouvelles aspirations. Moi, je ne crois pas du tout à la fin de la valeur travail, au contraire. Et ça, c'est amusant parce que dans les études internationales, quand on interroge les citoyens, c'est en France, si on compare par rapport aux autres pays européens, où le travail conserve une part très importante pour les individus. Quand on demande aux gens, alors le travail c'est un peu important, moyennement important, très important pour vous, les Français, premiers en Europe, le travail est très important. Donc il y a une attente aussi, c'est la conséquence, très forte par rapport au travail. Donc il y a des risques aussi de déception ou de frustration très fortes par rapport au travail. Mais voilà, l'exigence par rapport au travail est très élevée. Et donc, encore une fois, le marché du travail s'est adapté. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est une multiplication aujourd'hui des formes de travail et pas forcément des formes d'emploi. On a toujours tendance, en France, à résumer le travail à l'emploi. Et qui dit emploi dit travail salarié. On le voit aujourd'hui, les nouvelles formes de travail qui se développent sont plutôt en dehors du salariat. Il y a un renouveau du travail indépendant qu'on n'avait pas vu depuis, en gros, les années 1950. Mais voilà, de plus en plus de gens se disent non, moi, le salariat, c'est pas pour moi, je veux créer mon entreprise. Donc il y a la mode des startups, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a une volonté des individus de retrouver de la liberté dans le travail, de redevenir acteurs de leur vie professionnelle, de pouvoir contrôler la façon de travailler. Et encore une fois, pour que le travail corresponde à une volonté d'accomplissement et de réalisation de soi. Et donc voilà, notre marché du travail, il est complètement déstandardisé aujourd'hui, parce que même au sein du salariat, même au sein du CDI, les conditions de travail se sont diversifiées. Le CDI qu'on peut appeler fordiste, c'est-à-dire je travaille du lundi au vendredi de 8h à 18h, on va dire, ce n'est plus qu'un tiers des CDI en France. Les gens maintenant travaillent aussi le samedi. 50% des salariés travaillent occasionnellement le samedi. Le temps partiel, c'est 15% en France, etc. Voilà. Donc, même si vous êtes embauché en CDI, si vous comparez à votre voisin, probablement vous n'allez pas avoir les mêmes conditions de travail. Et je ne parle même pas effectivement de la déspatialisation du travail, où on n'a plus besoin d'aller au travail pour travailler, et également sur la notion du temps de travail. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de savoir quand est-ce que vous êtes au travail. C'est pas parce que vous êtes assis derrière votre bureau, derrière votre ordinateur que vous travaillez. Vous pouvez faire vos courses sur Amazon ou préparer votre prochain week-end sur TripAdvisor. Mais inversement, vous pouvez être dans le métro et déjà commencer à travailler en checkant vos emails. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. Donc voilà, pour résumer, on a un marché du travail qui est devenu multiple, diversifié, déstandardisé, hétérogène, on peut l'appeler comme on veut. La multi-activité aussi s'est développée. Il y a 2,4 millions de personnes en France qui sont pluriactifs, donc qui cumulent une activité salariale avec une activité d'indépendant ou inversement, ou qui ont plusieurs emplois salariés en même temps. Donc voilà, ce marché du travail devient très divers. Et pour revenir au thème, je pense, de cette conférence, moi je parle beaucoup aujourd'hui de la biodiversité sur le marché du travail. Et il faut nourrir cette biodiversité. Donc faire reconnaître cette pluralité, cette diversité des formes d'emploi. On est dans une société où le modèle unique, une forme d'emploi unique ne peut plus s'imposer, ça ne marche plus parce qu'encore une fois les aspirations sont différentes. Et cette biodiversité du marché du travail, ça veut dire aussi dans la biodiversité, souvent il faut se préoccuper d'autant plus des espèces menacées. Et c'est vrai que, comme tu le disais Dominique, on est aussi sur un marché du travail où il y a des gens qui sont plus vulnérables par rapport aux autres. Et il faut s'intéresser particulièrement à ces personnes-là. C'est des jeunes qui ne sont pas diplômés, c'est les seniors de plus de 50 ans qui ont plus de mal à réintégrer le marché du travail. Donc aussi se focaliser un peu plus sur ces espèces en voie de disparition, enfin j'espère pas en voie de disparition, mais menacées. Donc premier point. Et deuxième point, alors pourquoi cette biodiversité est importante ? Parce qu'elle est aussi un facteur d'insertion sur le marché du travail. Encore une fois, les attentes sont différentes, donc on ne peut plus arriver avec une solution unique qui va permettre à tout le monde d'arriver sur le marché de l'emploi. Certains veulent travailler à mi-temps, d'autres veulent être indépendants, d'autres salariés en CDI, très bien, et le CDI va continuer à exister, mais au sein d'une pluralité de formes d'emploi différentes. Parce que aussi, encore une fois, il y a cette soif de liberté, cette volonté de choisir. Je termine sur, je reviens sur le consommateur. Je pense que de plus en plus aussi, nous consommateurs, on veut consommer le travail. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir choisir quand, où, avec qui on veut travailler. Il y a une individualisation aussi de la relation de travail. Donc ça rend les choses plus compliquées, mais je crois que c'est la réalité déjà de notre futur du travail qui est déjà présente aujourd'hui.
Quand je vous ai dit qu'en 45 minutes, on avait vraiment inventé le monde de 2030, vous voyez que je ne me trompais pas. Mais merci beaucoup, Denis. Je retiens en particulier la biodiversité du marché du travail, j'aime bien. Mais qui dit effectivement biodiversité va nous poser quelques problèmes sur l'évolution du rapport entre l'homme et son travail. Danielle Linhart, vous êtes chercheuse, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du travail. Alors justement, cette évolution du rapport entre l'homme et le travail, ou l'homme et son travail, ou entre la société et le travail, vous la voyez évoluer comment ? Bien, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'évolution inéluctable. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer le travail comme partant d'un point pour arriver à un autre en fonction de toute une série de facteurs technologiques, sociologiques, psychologiques, climatiques, etc. Je pense, en bonne sociologue que je crois être, que toutes les formes que le travail a pu prendre dans l'histoire et sont en train de prendre et prendront dans l'avenir sont en réalité les constructions sociales. Voilà. Elles ont été le produit de toute une série de choix, des moments donnés, liés à des confrontations, des conflits, des rapports de force, des imaginaires différents, des besoins qui s'affirmaient, etc. Et puis, selon effectivement les rapports de force, les instances dirigeantes dominantes, etc., on a orienté des choix. Et je suis toujours un peu gênée en tant que sociologue quand on dit, voilà, maintenant il y a des changements. C'est pas, je respecte beaucoup les analyses, elles sont très intéressantes, elles nous informent sur le réel que nous connaissons. Mais ce ne sont pas des phénomènes comme des phénomènes climatiques qui sont là d'une manière indépendante des actions sociales à un moment donné. Donc, je ne crois pas qu'on doive dire ou qu'on puisse dire nous allons vers l'intelligence artificielle qui va peut-être marginaliser l'homme, nous allons vers une biodiversité du marché du travail, nous allons vers une volonté beaucoup plus grande des uns et des autres de se retrouver, de se réaliser dans le travail sur un mode unique, etc. Je ne suis pas sûre que cela reflète la réalité, ni ce qu'elle va devenir probablement bientôt, d'après les analyses, ou ce qu'elle a été dans le passé. Par exemple, la question du sens dans le travail, elle a toujours été très forte. La bataille des ouvriers sur les chaînes pour essayer de reconstituer des lambeaux de métiers, pour redonner un sens collectif au travail, pour faire mieux que ce que les prescriptions leur demandent de faire, et la puissance collective qui fait que, effectivement, la France taylorienne, bien que le taylorisme soit une conception abstraite du travail, eh bien la France taylorienne, comme d'autres pays d'ailleurs, ont été ceux qui ont connu des gains de productivité phénoménaux à cause des batailles sur le terrain qui ont été menées pour les ouvriers afin de retrouver du sens, de la professionnalité dans leur travail. Donc la quête de sens, elle a toujours été. Deuxième critique que je pourrais faire de ce que j'entends, après j'essaierai de faire des propositions aussi d'analyse, mais deuxième critique sur le consommateur veut tout. Mais le consommateur est une création. Il n'existe pas tel que. Il est créé par le marketing, par la publicité. Il le sera encore plus si on laisse effectivement les neurosciences s'emparer de cet aspect-là et introduire des chief neuroscientistes officers dans l'entreprise. On va effectivement aller vers un consommateur qui sera totalement ce qu'on voudra qu'il soit et qui sera pensé par autrui plus qu'il ne pensera lui-même. Et ça me fait penser c'est un petit clin d'œil, nous sommes pas loin de mai 68. En 68, on disait, quand on était révolutionnaire, notamment dans un groupuscule maoïste qui s'appelait Vive la Révolution, nous voulons tout de suite. Ça a été récupéré. Cette notion a été effectivement récupérée par les marketeurs, par les publicistes, les communicants, etc., etc. Et on voit bien que en réalité, il n'y a que des choix, des orientations, des formes de communication qui nous tendent à penser, qui nous font tendre à penser un certain type de monde. Alors, moi, je vois effectivement le monde se transformer, mais selon des principes
qui pour moi sont analysables en termes de politique et d'économique mondialisée, c'est le néolibéralisme qui impose toute une série de transformations, de configurations de transformations qui vont dans le sens de l'individualisation, la personnalisation extrême de la relation de chacun à son travail, qui n'a pas été décidé, voulu par les travailleurs ou les salariés eux-mêmes, et qui est pensé comme un mode nécessaire pour que le développement économique puisse advenir, pour que la consommation puisse être jugulée de la manière voulue. Donc voilà, nous sommes dans des logiques qui me semblent contestables, celles de l'individualisation, de la personnalisation, de ce que j'appelle la surhumanisation, qui font qu'en réalité, on efface le travail comme enjeu de société. On l'efface. C'est-à-dire la question fondamentale qui est à qui appartient le travail, à qui appartiennent les entreprises, elle est totalement évacuée. Or, c'est une question fondamentale si on veut penser l'avenir. Regardez, en 1999, le CNPF, qui est le Conseil national du patronat français, s'est transformé et s'est appelé le MEDEF. Le MEDEF, ça veut dire le mouvement des entreprises de France. Ça veut dire que le patronat est devenu, symboliquement, les entreprises. C'est un rapt symbolique extraordinaire sur les entreprises qui sont des entités complexes dans lesquelles il y a toutes les catégories de salariés, il y a certes l'encadrement les dirigeants, mais l'entreprise ne peut pas être considérée uniquement comme étant l'émanation des états-majors et des directions. Donc, symboliquement, il faut que nous parvenions à resituer les véritables enjeux. Et par exemple, parce que je crois qu'il va falloir que... Non, je n'ai pas le temps. Bon, je crois que symbolique... En une minute, je crois qu'il faut que nous réapproprions les véritables questions et de savoir ce que nous demandons au travail, ce que nous voulons que le travail représente, ce que nous pensons que les entreprises doivent être. Alors, par exemple, je pense que le salariat, loin d'être, Denis Plenel, bien que je sois d'accord... vous vous regardez avec un air étonné. Bien que je sois d'accord avec beaucoup de vos analyses, je ne suis pas d'accord avec leurs conclusions. Je pense que le salariat, qui est une construction historique, présente des avantages et des inconvénients, et qu'on pourrait totalement le moderniser, le transformer, mais pas dans le sens qui prévaut à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est positif dans le salariat ? Ce qui me semble positif dans le salariat, c'est le principe de la mise au travail collective. C'est-à-dire qu'il y a un nombre extrêmement important de travailleurs qui sont soumis, on pourrait dire, aux mêmes conditions en termes de durée de travail, de négociation et des salaires, à toute une série de protections de droits, de garanties, à mon avis, qui devraient être augmentées. Elles sont extrêmement importantes pour permettre à chacun de travailler avec sérénité dans son travail, mais il y a une aberration, à mon avis, dans le contrat salarial, dans cette situation de salarié qui est du côté du lien de subordination. Vous savez que dans le contrat salarial, il est inscrit que le salarié, à partir du moment où il accepte d'être recruté par un employeur, accepte ce statut de subordonné a priori, quel que soit son niveau de qualification, quel que soit son niveau de compétence. Ça peut être un médecin, bon, lui il est dans un devoir d'obéissance, mais un médecin dans un hôpital, il y a cette idée d'assujettissement, de soumission a priori qui est acceptée, soi-disant, dans un contrat entre deux parties égales. Bon. Alors là, on ne l'évoque pas, ni du côté des syndicats, ni du côté des directions d'entreprise, mais il y a un élément, un fil à tirer qui permettrait de détricoter les aspects les plus délétères du salariat et de repenser le salariat comme une forme moderne, permettant aux salariés d'avoir des droits, des garanties collectives, parce que c'est très important que ce soit sur la dimension collective que les personnes entrent dans le marché du travail et dans les entreprises, et non pas
comme personne ayant des droits, parce que c'est très difficile de faire valoir et de défendre ses droits lorsqu'on est atomisé face à des états-majors ou des directions qui, elles, représentent des entités ou des institutions plus collectives. Donc si on veut avoir de l'audace pour penser l'avenir, de l'imagination, ça n'est pas en condamnant le salariat comme étant un reliquat du passé. Je pense que le salariat a été une étape de progrès par rapport, et vous l'avez signalé vous-même, le servage, l'esclavage, etc. Le salariat a apporté toute une série de dimensions extrêmement fortes et importantes, tout en ne parvenant pas à se délester d'une dimension délétère qui est la subordination au travail. Si on remet en cause la subordination au travail, on ouvre tout un champ de possibles extrêmement important qui recouvre le sens du travail, la problématique de l'intelligence collective au travail, la capacité d'innovation, d'inventivité, même de transgression, elle pourrait retrouver place dans le monde du travail. Et c'est de cela dont souffre notre monde du travail. C'est une incapacité à se projeter collectivement dans l'avenir, à inventer, à innover, parce que le monde du travail est de plus en plus régi par des statuts individualisants, dans certains cas. Hein, et dans votre livre, vous commencez bien par les slashers, vous montrez que ce n'est pas nécessairement une vie tellement enviable que de passer. On peut aussi penser à ce qu'on appelle les Mechanical Turks, hein, où des personnes font des interventions sur Internet à la seconde, pratiquement, et sont payées en centimes de dollars. Ce n'est pas un monde qui fait tellement envie. Mais on pourrait imaginer, premièrement, que le travail et la question des entreprises constituent des enjeux de société, des enjeux politiques au sens noble du terme, et qu'ils ne peuvent pas être pensés par un petit nombre d'experts comme ceux que nous sommes, ou de dirigeants, mais qu'il doit être mis en débat dans la société. Et pour repenser des formes d'organisation du travail nouvelles, eh bien, il faut sortir de ce lien de subordination, tout en permettant aux uns et aux autres de conserver des droits et des garanties qui sont donnés et modelés sur un mode collectif. Voilà. Merci Daniel Inhart. Effectivement, vous avez ramené le sujet sur en plus un domaine d'actualité qui sont les garanties qu'on peut avoir au travail. Par rapport, d'ailleurs, juste petite parenthèse, par rapport à 2030, vous avez remarqué qu'on a fait la parité ici, hein, 2 hommes, 2 femmes, hein, donc on est pas mal. Bon. Voilà quelques questions qui apparaissent. J'ai envie, par rapport à celle que j'ai vue tout à l'heure, de vous poser une question un peu synthèse à tous les trois par rapport à ça, parce que les questions soulèvent plusieurs choses. Oh, pardon. Les questions soulèvent plusieurs choses. Elles soulèvent la notion d'autonomie. Combien sommes-nous autonomes ou pas? Elles soulèvent la question de l'évaluation, qui évidemment va aussi avec tout le rapport au travail. Hein. Caroline mentionnait tout à l'heure ce que moi j'appelle la tripadvisorisation, c'est-à-dire cette façon qu'on a tous de nous noter en permanence. Et une des questions demande d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation demain, et est-ce qu'on peut se passer d'une évaluation par les autres. Donc autonomie, évaluation et évidemment formation. Parce que tout le débat qu'on vient d'avoir ici a aussi trait à l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Et ce qui est très intéressant, notamment par rapport aux positions des nouveaux travailleurs, Denis, c'est qu'aujourd'hui, si je suis freelance et que je ne me forme pas, j'aurai plus de clients. Et donc, c'est à moi d'être, en tant qu'autonome, d'aller me chercher mes formations. Si je suis salarié, il y a une différence importante, c'est que je peux dire, c'est à mon employeur de me former. Ce qui va être de moins en moins vrai. Parce que c'est ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure, il faut que chacun prenne son autonomie par rapport à la formation. Donc il y a aussi une question sur la formation et l'éducation ici. Alors c'est quoi demain être autonome? C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous demander dans la salle. Est-ce que chacun d'entre vous peut apporter une petite réponse à ce c'est quoi demain être autonome par rapport à ça? Caroline, pour commencer. C'est quoi demain être autonome? C'est compliqué comme question, hein. Je peux peut-être, enfin, j'ai pas de réponse globale, mais ça me fait penser à la première question, parce que être autonome, c'est à un moment donné avoir à peu près tous les ingrédients pour faire les meilleurs choix possibles, avec un bon équilibre entre
ce que attend l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et puis ce que j'attends moi. C'est cette idée-là. Et donc par rapport, par exemple, à cette question d'évaluation constante, alors on peut se dire c'est terrible parce que je ne serai plus autonome en rien, parce que j'aurai un regard sur tout. Moi, je pense qu'il faut reprendre un peu de distance par rapport à ça et un peu de bon sens. Alors je vais venir avec mon bon sens terrien de l'expérience, qui est il faut effectivement garder cette espèce d'autonomie, de lecture, des retours, etc. Et puis il faut être un peu intentionnel. Ces histoires d'évaluation tout le temps, il y a deux choses. Il y a, oui, on aura de plus en plus de feedback de tout un tas de gens. En même temps, il faut peut-être replacer les choses au bon endroit. À quoi ça sert le feedback ? Normalement, l'essence du feedback, c'est, si je te dis à un moment donné ce que j'ai perçu, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait, etc., c'est pour t'aider à te développer et à faire mieux. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'il faudrait le placer. Si j'ai 4 petites étoiles, à un moment donné, qu'est-ce que ça a produit de positif ? Et il y a autre chose qui est l'évaluation de mon travail. Est-ce que j'ai performé ou pas performé ? Et c'est probablement ça qu'il faut essayer de séparer. Donc, quand on revient à la question d'autonomie, peut-être pour être l'autonomie, c'est être capable à un moment donné d'utiliser ces nouveaux modes, façons de faire, de penser le travail, de l'évaluer, de le reconnaître, etc. Mais en les posant de façon intentionnelle à la bonne place. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, moi, ça fait écho à ça. Et je peux rajouter juste un petit truc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur changer le lien de subordination. Je pense qu'on pourrait faire une proposition un peu audacieuse, peut-être à notre ministre du Travail. C'est peut-être que dans le Code du travail, on ne parle plus de lien de subordination, mais lien de coopération. Si on l'inscrivait dans le Code du travail, ça pourrait être relativement intéressant. Merci. Denis, tu veux répondre sur la partie autonomie ? Alors, être autonome, oui. Moi, je rattache ça à la liberté, encore une fois. Je pense que c'est la capacité de pouvoir organiser son travail tel qu'on en a envie. Et d'ailleurs, plutôt que de parler du travail indépendant ou des freelances, je préfère parler de travailleurs autonomes parce que souvent, c'est ce qui les différencie du travailleur salarié, c'est qu'ils sont libres de s'organiser eux-mêmes et de reprendre contrôle de leur travail et de leur outil de production. Parce que c'est ce qu'on oublie aussi, le salariat a privé les travailleurs de l'outil de production. On leur a dit maintenant tu vas aller sur cette chaîne et tu vas travailler, ou tu vas aller dans ce centre d'appel, tu t'assis sur ce bureau et pendant 8 heures tu vas répondre au téléphone. Donc effectivement, et là je rejoins tout à fait Daniel sur la définition du salariat qui est cette relation de subordination, qui est quand même antinomique de la notion d'autonomie et de liberté au travail. Et gardons à l'esprit que le salariat a été inventé par le patronat, y compris la relation de subordination, pour pouvoir disposer de la main-d'œuvre là où il le voulait, quand il le voulait, de les regrouper dans des usines. Et je vous rappelle que jusqu'en 1995, la CGT appelait, c'était dans leur statut, à l'abolition du salariat, et que si vous lisez les statuts de Force ouvrière, article 1er, Force ouvrière appelle à l'abolition du salariat, qui est la pire forme de travail. Relisez Robert Castel aussi, l'indigne salariat. Le salariat était responsable à son origine des pires formes de travail. On faisait travailler des enfants de 12 ans, 10 heures par jour, sur des chaînes de montage. Tout ça a bien heureusement évolué. Aujourd'hui, effectivement, le salariat reste la forme d'emploi dominante. Moi, je suis d'accord qu'il faut changer cette relation de subordination qui n'a plus de sens aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on garde du salariat ? Pour moi, on garde deux choses. C'est effectivement sans doute l'organisation collective du travail, mais je ne pense pas que ce soit un monopole du salariat. On voit aujourd'hui des travailleurs indépendants qui s'organisent via des plateformes, via des espaces de coworking, où ils recréent du collectif. Donc je suis d'accord que l'enjeu aujourd'hui du marché du travail, qui est un marché du travail qui s'individualise, c'est vrai, c'est comment recréer du collectif dans un marché du travail individualisé. Et puis, l'autre caractéristique du salariat, c'est quand même cet accès à la protection sociale. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être salariés pour avoir cet accès. Donc là aussi, travaillons là-dessus et élargissons l'accès à la protection sociale à l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. Merci Denis. Est-ce qu'on peut répondre juste en 1 minute ou 2 Merci Daniel, parce qu'on sinon on va se faire taper sur les doigts par les organisateurs. Il existe d'ailleurs des coopératives d'activité qui sont des indépendants qui se salarient eux-mêmes. Et collectivement, voilà. Bon, oui, le portage salarial, les coopératives, elles ont en plus des activités communes. Bon, sur la question de je vais être bref. Sur la question de l'autonomie, qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? C'est ne pas être considéré et respecté, je vais être caricatural, mais comme un humain, parce que chacun sait de quelle humanité il est porteur, et on n'a pas besoin d'être reconnu comme des humains par son dirigeant ou par son chef. On a besoin d'être connu et respecté comme professionnel.
Et le problème de l'évaluation, c'est aussi qu'on évalue des dimensions de votre personnalité, votre courage, votre audace, votre réactivité, le fait de savoir travailler avec les autres, de comprendre, etc., mais pas les dimensions professionnelles de votre activité. Et être autonome, c'est être respecté, considéré comme un professionnel, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire valoir son point de vue de professionnel quand il s'agit de définir les objectifs de son travail et les moyens pour y parvenir, et de ne pas subir des évaluations qui mettent en jeu sa propre personnalité. Voilà, j'ai été bref, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais... Nous avons collectivement ouvert beaucoup de boîtes de Pandore, donc invitation aux organisateurs de refaire plusieurs tables rondes du même modèle. Mais là, pour aujourd'hui, il faut s'arrêter. Merci à la salle pour vos questions. Merci à tous les trois pour votre participation et cette très intéressante conclusion. Merci.